Cette semaine, au Guide de l'auto, on met à l'essai la Hyundai Elantra N TCR. On le sait, la division N chez Hyundai a beaucoup de succès, tout comme la série Touring Car Racing qui inspire cette édition spéciale. Mais une question s'impose. Est-ce que cette version extrême TCR en vaut vraiment la peine? Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Ça va aller, Antoine? Numéro 1. J'ai un peu un feeling de vomir là aussi. Là. D'après moi, ma face n'est pas exactement de la même couleur que l'auto en ce moment. Là. Sais-tu quoi? Quoi? Je vais te laisser en profiter tout seul. Tu penses? Parce que là, je suis plus capable. OK, correct. Ça a juste été un tour. Ouais, c'est du sérieux que cette machine. Édition TCR de la Elantra N. Wow! Ça tient vraiment, vraiment bien la route. Évidemment, tout ça est dû au fait qu'on a des éléments de structure additionnels pour rendre le châssis plus rigide. Mais surtout, je pense, l'élément le plus important, ce sont de nouvelles jantes forgées 19 pouces qui sont plus légères et la montre pneumatique. Ça, il faut en parler parce que sur ce véhicule-ci, la montre pneumatique d'origine, c'est des Michelin 4S, mais il est possible d'opter pour des Michelin Sport Cup 2, qui sont les pneus que l'on a sur ce véhicule en ce moment, notre véhicule d'essai. Ça, ce sont des pneus absolument incroyables pour ce qui est de l'adhérence. C'est le genre de pneus qu'on met sur une Porsche 911 GT3 RS ou encore des voitures exotiques. Donc, c'est des pneus qui collent vraiment beaucoup lorsqu'ils sont chauds, ça il faut le dire. Mais pour le reste aussi, le freinage est absolument impressionnant. On a évidemment des disques de 390 mm à l'avant qui sont pincés par de très très gros étriers à 4 pistons. Et donc ça fait une grosse différence là, pour ce qui est du freinage sur ce modèle. On roule sur le circuit, on boucle des tours comme ça et on sent absolument pas de faiblesse pour ce qui est du système de freinage. C'est très, très performant. Alors, pendant que Gabriel s'amuse au volant de l'Elantra N TCR, moi, j'avais pas envie d'avoir mal au cœur, alors j'ai décidé de prendre le volant de l'Elantra N la moins puissante de l'histoire, c'est-à-dire celle qu'on avait restaurée complètement à l'émission Rouler au suivant. On avait pris cet Elantra de 1 million de kilomètres et on lui a donné une cure de jeunesse, une seconde vie essentiellement en la décorant aux couleurs de l'Elantra N et en l'habillant ainsi. Alors, c'est une voiture qui aujourd'hui a 1 500 000 km au compteur. Franchement charmante comme voiture, mais certainement pas aussi performante que l'Elantra N TCR. Un mot aussi sur l'aileron en fibre de carbone avec support de style col de cygne que l'on retrouve souvent sur des voitures de course. Celui-là est ajustable sur 8 positions et donc ça permet justement évidemment de réduire la déportance, mais même aussi d'avoir un certain degré d'appui aérodynamique sur le train arrière. Donc ça, évidemment, c'est présent sur la voiture de course et ils ont décidé de le conserver sur ce modèle de série. Bon, évidemment, pas tout le monde qui va être un fan d'un aileron surdimensionné comme celui-là, mais il est quand même relativement efficace. Le moteur, évidemment, 4 cylindres 2 litres, c'est le moteur Theta 2 de Hyundai, 276 chevaux, 289 livres-pieds de couple. Le double de la puissance de l'Elantra 2008 que je conduis présentement parce que la puissance de ce moteur 2 litres était à 138 chevaux. Alors, c'est littéralement le double, ce qui est assez comique. Alors, pas besoin de vous dire que le niveau de performance n'est pas le même. Et c'est une voiture qui va boucler le 0-100 km/h avec la transmission DCT tout juste au-dessus des 5 secondes. Donc, très, très performant. Avec la manuelle, c'est un peu plus lent, mais c'est plus le fun. Évidemment, il y a 2 boîtes de vitesses qui sont proposées. Il y a la manuelle 6 vitesses
qui est de série avec une fonction Rev Match, donc qui vous permet de rétrograder sans avoir à faire le talon pointe. Il y a évidemment la boîte à double embrayage à 8 rapports qui est offerte en option sur ce modèle. Et c'est évidemment avec cette boîte-là que le véhicule va être le plus rapide. Donc avec la boîte manuelle 0-100 en 6,1 secondes, 5,3 avec la boîte automatique. Donc ça fait une grosse différence du côté de l'accélération pour le 0-100. Gabriel s'amuse en ce moment, me dépasse, et Seigneur. Salut Antoine! Ça colle, c'est incroyable. Je le regarde aller, c'est franchement impressionnant. Mais c'est une bagnole qui offre un niveau de performance super impressionnant. Mais évidemment, l'ensemble TCR, il faut vouloir faire du circuit ou il faut vouloir se démarquer pour se le procurer parce que c'est 7 200 $ de plus que si vous optez pour une Elantra N qui, essentiellement, va vous offrir presque le même niveau de performance. Et je dis presque parce qu'évidemment, il y a des freins qui sont plus performants, des pneus qui sont plus performants aussi, mais du reste, c'est la même puissance mécanique. Et on entend aussi les pétarades du système d'échappement lorsqu'on lève le pied. C'est véritablement un tour de manège que vous offre cette Elantra N édition TCR. C'est une voiture qui est à traction, tout comme par exemple la Honda Civic Type R. C'est un peu le même feeling que j'ai sur le circuit. Bon, évidemment, j'ai conduit la Type R ici aussi. Et cette voiture-ci me donne à peu près les mêmes sensations de conduite. C'est vraiment, vraiment cool comme bagnole. Et c'est intéressant aussi de constater que Hyundai continue d'offrir une transmission manuelle sur cette voiture-là. Ça parle évidemment aux enthousiastes, à ceux qui aiment la conduite sportive et ça permet d'aller rivaliser, par exemple, avec une Honda Civic SI ou une Honda Civic Type R. Je dirais en fait que cette voiture-là se situe à mi-chemin entre les deux. Parce que la Civic Type R est beaucoup plus performante et radicale que l'Elantra N. Mais évidemment que Hyundai a l'avantage au niveau performance par rapport à une Civic SI qui fait tout juste 200 chevaux. Alors, c'est pas du tout la même chose. Et pour ceux qui cherchent un compromis intéressant, il existe l'Elantra N-Line qui, elle, est uniquement disponible avec la boîte DCT, qui n'a pas le même niveau de performance, mais qui est peut-être un petit peu plus facile à vivre au quotidien qu'une Elantra N, qui est plus bruyante, qui est beaucoup plus ferme et qui est tout sauf discrète. C'est une voiture qui est très vivante, très agile et qui est peut-être plus le fun à conduire sur un circuit qu'une WRX peut l'être. Évidemment, la WRX, c'est le rouage intégral. Ça la pénalise un peu. Mais ici, encore une fois, cette Elantra N TCR, vraiment remarquable. Très, très proche de la Civic Type R pour ce qui est des sensations sur circuit. C'est une voiture aussi qui est assez légère, 1445 kg seulement, à notre époque où souvent les véhicules sont beaucoup plus lourds que ça. Le fait que ce soit une voiture légère avec une structure aussi rigide et des éléments optimisés pour la piste et des sièges qui maintiennent vraiment bien en place aussi. Ça, c'est cool. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Une bonne garantie, ça veut aussi dire un service après-vente rapide et accessible. Si tu as une question, on doit pouvoir te répondre vite. Saviez-vous qu'il est possible de traiter un véhicule à l'anti-rouille, peu importe la période de l'année? En effet, les experts du domaine sont dotés de systèmes pour déglacer, nettoyer et sécher les véhicules pour ensuite faire un traitement anti-rouille comme si on était en plein mois de juillet. Jesse, disons qu'on veut se faire plaisir en achetant une dernière voiture manuelle, mais aussi on veut en faire profiter notre jeune qui vient de commencer à conduire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut dire à notre compagnie d'assurance? Bien, avec les assureurs auto, il faut toujours être le plus transparent et le plus précis possible. C'est sûr que ça va coûter plus cher d'assurer un jeune conducteur sur une petite bombe comme une Elantra N ou une Subaru WRX, une Honda Civic Type R, par exemple. Et la solution qui pourrait nous paraître facile, c'est de le déclarer comme conducteur occasionnel. Mais il faut que ce soit vrai, parce que du moment où il commence à servir du véhicule sur une base régulière, par exemple,
pour aller à l'école ou pour aller faire des quarts de travail, bien là, il s'expose à un risque supplémentaire. Un risque d'accident, étant donné sa plus faible expérience, le risque est plus élevé selon les actuaires des assurances. Et aussi, bien, le véhicule pourrait être volé, soit au lieu de travail ou à l'école. Donc ça aussi, ça augmente le risque. Et les assureurs, il faut savoir qu'ils sont en mesure de faire des enquêtes pour retracer les habitudes de conduite. Donc, si on a des questions, on peut appeler un agent des assurances auto et habitation CA Québec pour connaître les différentes protections qui peuvent s'appliquer. Et il y a des rabais intéressants aussi pour les membres. J'ai pris la liberté, Mathieu, de m'installer au volant, puisque c'est le seul moment de l'émission où j'ai le droit de m'installer derrière le volant de la N. Gabriel a pris le volant de ça puis s'est amusé. Mais là, c'est à mon tour. Bien, écoute, je te laisse le volant parce que ce véhicule-là, d'un point de vue technologique, c'est une technologie qui n'est pas du tout pour l'infodivertissement ou le confort visuel des passagers. Toute la technologie est tournée vers le pilote, vers le conducteur. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit le pilote, mais est-ce qu'on parle d'une voiture pour la route inspirée d'une voiture de course ou une voiture de course homologuée pour la route? Non, on parle d'une voiture de route qui a été modifiée partiellement pour la course, et celle-ci s'inspire d'un modèle de course. Mais il y a différents modes de conduite dans cette voiture-là, et un des facteurs que j'ai remarqué, c'est qu'en changeant les modes de conduite, éco, normal, sport, bien là, l'affichage de l'instrumentation change complètement. Oui, ça, on a commencé à le voir de plus en plus. À partir du moment où on en a remplacé les cadrans analogiques par des cadrans numériques, bien là, on pouvait s'amuser un peu avec des interfaces qui étaient liées à notre type de conduite. Et d'ailleurs, lorsque vous allez dans les options mode N, donc c'est cette fameuse catégorie un peu plus performante chez Hyundai, eh bien là, vous pouvez paramétrer selon vos goûts et vos préférences, bien, par exemple, la résistance du volant, la suspension, le moteur. On parlait aussi de l'échappement plus ou moins restrictif. As-tu idée à quel point, à une époque pas si lointaine, c'était ça, des ajustements qu'on devait faire en levant le véhicule ou en ouvrant le capot? Et qui coûtait des fortunes. Si tu veux vérifier la température de quelque chose plus sérieusement, tu peux vérifier sur le tableau de bord la température de ton huile, la température de ton moteur. Donc ça aussi, encore une fois, ce sont des informations qui, avant, étaient vraiment difficiles d'accès. On dirait que... Ou ça te prenait des cadrans spécifiques pour ça. Absolument. Mais là, tu as tout ça à travers l'écran ici. Évidemment, on a mis une multitude d'informations qui parlent aux amateurs de performance, là. Je me trompe peut-être, mais les amateurs de performance vont être servis, et même très bien servis. Je crois que même par moment, on a plus d'informations qu'on en a vraiment besoin ou qu'il nous est possible d'analyser. Ça me rappelle un peu les montres d'activité. À un moment donné, ton oscillation verticale, ton temps passé, jambe gauche, jambe droite, c'est intéressant, mais peut-être plus intéressant pour un physio ou un entraîneur. Alors ici, peut-être que pour un ingénieur ou pour de vrais maniaques de course, il y a des informations qui vont être plus spécifiques à leurs besoins. Effectivement. Le truc qui m'a toujours fasciné dans l'Elantra de dernière génération, par contre, c'est l'écran de gauche. Oui. Il n'y en a pas. Oui. C'est juste un rond avec une barre dedans et ça sert absolument à rien. Ici, en Amérique, mais souviens-toi que la Ioniq 6 avait deux espèces d'écrans comme voilà. ça et ça servait à envoyer le signal des rétroviseurs qui étaient en fait des caméras. Mais ici, réglementation oblige, on a éliminé comme ça les écrans au profit de bons vieux miroirs classiques. Mais on a eu la bonne idée chez Hyundai de remplacer tout ça par un plastique avec un rond dans le milieu. Je veux juste vérifier, c'est peut-être juste un genre de rond à induction comme un poêle, non? C'est pas ça? Je pense que non. Je pensais que j'étais tout seul à faire des mauvaises jokes ici, mais finalement, Tu déteins bienvenue dans le club. Tu déteins. Vous pouvez devenir propriétaire d'une Hyundai Elantra N à partir de 42 821 frais de transport et préparation inclus. Et si vous cochez toutes les options, la facture peut grimper jusqu'à 51 821 notamment avec l'ensemble TCR qui, à lui seul, ajoute 7 400 Le véhicule testé aujourd'hui affiche un prix total de 50 221 avant les taxes. Côté paiement, on parle d'environ 870 par mois, taxes incluses en location 48 mois, avec 20 000 km par année à un taux de 6,69 En financement 72 mois, à 5,49 les mensualités tournent autour de 954 Si on regarde le marché de l'occasion, l'Elantra N classique perd malheureusement plus de valeur que sa rivale directe, la Honda Civic Type R, ainsi que ses rivales indirectes à traction intégrale comme la Volkswagen Golf R et la Corolla GR qui partagent le même bassin d'acheteurs. Et c'est pourquoi je me permets de les comparer en termes de valeur.
Maintenant, est-ce que l'ensemble TCR en vaut vraiment la peine d'un point de vue rationnel? J'en doute parce que c'est un produit assez niché et très agressif qui ne va pas plaire à tout le monde et va donc réduire le bassin d'acheteurs potentiels sur le marché de l'occasion. En bref, on choisit la version TCR pour se faire plaisir et on accepte que le coût de revient sera assez élevé. Par contre, sur le marché de l'occasion, un véhicule de 2-3 ans peut devenir une très belle aubaine parce que la dépréciation initiale aura déjà frappé et la longue garantie de Hyundai sera encore active. Une combinaison très intéressante pour l'acheteur avisé. Quand décide-t-on d'assurer son véhicule d'un bord? On le fait pour couvrir uniquement les dommages qu'on cause aux autres, pas ceux sur notre véhicule. On prend cette décision si la valeur de notre véhicule est faible ou s'il est âgé. Notez qu'il faut être prêt à assumer les frais de réparation ou de remplacement soi-même. Bon les gars, c'est l'heure du débat. La division N essaye de mettre Hyundai sur la carte de la performance. On se demande cette semaine, est-ce que l'Elantra N TCR, c'est un exercice réussi? L'exercice TCR avec la Elantra, c'est un clin d'œil. Ce qu'on veut prouver à l'industrie automobile et aux amateurs de performance, c'est qu'on est capable d'en offrir chez Hyundai. Et s'il y a un constructeur automobile qui s'est jamais démarqué à ce niveau-là, c'est bien Hyundai, en fait, les Coréens. Les Coréens ont toujours eu un peu de mal à donner de véritables sensations de conduite. Tu sais, pense à une Honda Civic SI, on est loin des performances d'une Elantra TCR et pourtant, une Civic SI, c'est fantastique à conduire, là. C'est une auto, même aujourd'hui, même s'il y a beaucoup moins d'intérêt pour ça, qui demeure super agréable, transmission fantastique. Tu sais, Honda, c'est un motoriste. Hyundai, c'est pas un motoriste. Et ce qu'on a essayé de faire avec ça, c'est de faire un bolide qui est passionnant à conduire, qui va attirer l'œil des jeunes. Bon, évidemment, côté look, c'est une autre histoire, il faut aimer. C'est tape à l'œil, pas à peu près. Personnellement, je préfère la N Inspired de 2008. Je pense que c'est une voiture plus discrète, plus élégante. Et je lève mon chapeau à son concepteur, d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Sauf que, côté performance, c'est vraiment une bagnole qui est capable de se distinguer sur le circuit, pour vrai. Gabriel? Écoute, tout à fait. Je te dirais que de ce côté-là, pour cette voiture-là, c'est aussi une voiture qui sert un petit peu justement à établir cette crédibilité en termes de performance et le fait que Hyundai compétitionne dans les courses d'endurance avec ce modèle-là aux États-Unis et ailleurs aussi au Canada, ça en dit long. On veut établir cette crédibilité pour ce qui est de la performance avec la division N. Et les dirigeants de cette division-là sont très à l'écoute aussi de leur clientèle, de ce que leur clientèle souhaite avoir comme modèle. Et ils innovent beaucoup, ça c'est clair. Pour ce qui est de la conduite, j'ai adoré conduire cette voiture-là sur le circuit. Ça a été une des plus belles journées à Mécaglisse que l'on a fait depuis un certain temps. J'avais un peu le même genre de sensation qu'au volant de la Honda Civic Type R. Maintenant, si tu me demandes est-ce que je conduirais ça au quotidien, 365 jours par année au Québec, je ne suis pas vraiment sûr parce que, bon, évidemment, en fonction de la conduite hivernale, on est mieux servi, selon moi, par une Subaru WRX, largement, que par ce modèle-là. Mais c'est un modèle de niche, c'est un modèle d'image surtout, évidemment, qui est produit en quantité limitée, une diffusion limitée de ce côté-là. Mais c'est très intéressant, selon moi, qu'ils aient pris cette initiative-là de produire ce modèle-là, ce modèle, encore une fois, de niche, justement pour rehausser l'image de la marque et donner une certaine crédibilité côté performance à la division N. Puis on a vu ce qu'ils ont produit dans le passé, la Ioniq 5N, la Ioniq 6N aussi. Le Kona. Et le Kona N aussi, le Veloster N, tout ça. Donc, ces voitures-là sont des voitures qui expriment un peu plus, évidemment, le côté passion, qui, encore une fois, chez Hyundai, ça n'a pas été présent depuis très, très longtemps, mais on voit que ça en voit se manifester maintenant. Puis j'ajouterais qu'on va renouveler ou moderniser complètement l'Elantra pour 2027. Très hâte de voir si on va poursuivre l'exercice, mais j'ai l'impression qu'Hyundai ne compte pas s'arrêter là et que la division N va prendre de l'ampleur parce que chez tous les constructeurs automobiles, quand une division de performance réussit, c'est non seulement bon pour l'image de marque, c'est bon pour le portefeuille du constructeur aussi et c'est clair que Hyundai l'a compris. C'est bon pour la valeur des véhicules à long terme aussi. On parle dans ces eaux-là, il y a des conducteurs de Civic Type R, par exemple, tu l'as mentionné, Volkswagen GTI, Golf R, etc. Donc, on essaie d'aller chercher cette valeur-là, cette aura-là pour le constructeur. C'est pas chose faite. Évidemment, quand on parle de la valeur de ce véhicule-là, ça sera pas la même valeur que les véhicules à long terme que je viens de mentionner, mais tout a un début et puis peut-être, là, dans les années à venir, N va se développer. Donc, votre verdict?
Pour moi, c'est un go dans la mesure où tu assumes le design de la bagnole, ce que je ne ferais pas personnellement. Mais côté performance, puis honnêtement, quand tu regardes la facture versus le niveau de sensation que tu obtiens, c'est vraiment pas vilain. Il faut aussi souligner que c'est une voiture qui est en fin de carrière, en diffusion très limitée. Donc, c'est clair que tu vas te démarquer sur la route. Il n'y aura pas beaucoup d'Elantra N TCR qui vont circuler dans votre voisinage, là. Gabriel? Pour moi aussi, c'est un go, mais strictement pour l'audace du projet, qu'on aille de l'avant avec un véhicule aussi niché que ça. Encore une fois, je ne le conduirais pas au quotidien, ça c'est clair, mais pour s'éclater une journée sur le circuit comme on l'a fait, c'est véritablement très, très fort. Merci beaucoup, les gars. La semaine prochaine, on conduit le Volkswagen Tiguan.